D'emblée, je remercierai les éditions L'Harmattan qui m'ont ouvert la porte en 2009 à travers la publication d'un roman, L'échec des dieux. Et la confiance vient d'être renouvelée en 2010 à travers la publication d'un ouvrage, je vais dire une réflexion sur les armées subsahariennes. Et bien sûr, dans les prochains jours, l'expérience ou alors la confiance se renouvellera à travers d'autres publications. Je m'appelle effectivement Léon Congo, j'ai 39 ans à ce jour. En ce qui concerne mon cursus, j'ai souvent dit qu'il est tout à fait atypique. Baccalauréat en économie, licence en droit public, maîtrise en sciences politiques à l'université de Yaoundé 1, Yaoundé 2 autant pour moi soit, master 2 en relations internationales, option stratégie en Sorbonne, Paris 1, doctorat en sciences politiques dans la même université. Et dans les prochains jours, je relèverai un autre défi dans l'Académie de Louvain. J'ai voulu porter ma réflexion sur une institution, je dirais, l'une des plus en vue au regard du rôle qui est la sienne aujourd'hui, notamment l'armée assume des missions d'arbitre du jeu démocratique, mais aussi l'une des institutions, je dirais, les plus abouties. Parce que comme vous le savez, dans certains cas, si nous prenons l'exemple du Cameroun, l'armée a précédé l'État, c'est-à-dire l'armée est en quelque sorte la consécration du plan raisonnable. Donc c'est en 1959 qu'est instituée l'armée camerounaise. Mais au-delà de cet aspect, moi je suis parmi ceux-là qui prônent en quelque sorte la déprovincialisation, c'est-à-dire de la pensée stratégique. Donc j'estime qu'on ne peut pas véritablement rendre, c'est-à-dire restituer la réalité en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en se situant toujours dans ces concepts élaborés à Paris, à New York, et je ne sais encore dans quel pays occidental. J'estime que, bien évidemment, l'armée en Afrique subsaharienne est un legs, c'est-à-dire de l'ex-colonisateur. Mais est-ce que l'ex-colonisateur est véritablement parti? Je mets donc en avant ici certaines options, c'est-à-dire qui pérennisent en quelque sorte ce qui a été fait auparavant, c'est-à-dire la culture stratégique qu'hérite l'Afrique. Je mets en avant ce que je qualifie de trajectoire de technicisation, c'est-à-dire notamment l'école spéciale militaire Saint-Cyr ou alors le collège interarmé de la défense à Paris. Comme vous le savez, tous ceux qui ont vocation à porter une étoile de général en Afrique, c'est-à-dire c'est le passage obligé. À travers donc ces éléments, je me rends compte qu'il y a une interconnexion, c'est-à-dire une jonction entre la culture militaire en Afrique, culture postcoloniale bien évidemment, et culture militaire occidentale. Ces aspects me permettent donc de souligner qu'aujourd'hui, existent en Afrique des armées hybrides, c'est-à-dire des armées, je dirais, métissées. Et puisque depuis quelque temps, c'est-à-dire dans le jargon militaire ou alors dans différentes chancelleries, l'on parle de réformes. Je me pose donc une question tout à fait simple. Est-ce que ces armées qui sont dotées d'une double culture occidentalo-africaine, est-ce que cette culture militaire permet à ces armées aujourd'hui de répondre aux enjeux, c'est-à-dire qui sont ceux de l'environnement de sécurité? Voilà, je dirais, le fil conducteur ou l'axe principal de cette étude. Je pense que, parlant d'accords de défense, c'est-à-dire, puisque quand vous parlez des révisions des accords, c'est-à-dire, vous évoquez ici la décision de M. Sarkozy. Moi, je pense que M. Sarkozy voudrait tout simplement s'inscrire dans une logique de transparence. C'est-à-dire, quand on regarde aujourd'hui, il y a de cela 10 ans, il y avait 10 000 soldats, c'est-à-dire français, stationnés en Afrique. Le chiffre n'a pas évolué, c'est-à-dire malgré les déclarations politiques. Mais je pense que l'Afrique indépendante aujourd'hui, et notamment certaines pressions dans les chancelleries occidentales, j'ai souvent suivi les travaux ici à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire française, pour de nombreux parlementaires, c'est-à-dire plus que jamais, il était question de clarifier le contenu des accords de défense. Et
cette décision entre en quelque sorte en ligne droite, c'est-à-dire de cette clarification. Est-ce que l'Afrique en elle-même est d'accord pour une révision des accords? C'est-à-dire, est-ce que l'Afrique en elle-même peut aujourd'hui assumer son autonomie? Donc, il n'y a qu'à suivre le point de vue de M. Wade, qui est quand même l'un des leaders, c'est-à-dire lorsqu'on évoque notamment l'Union africaine et autres, qui était totalement en désaccord avec cette décision française. C'est-à-dire, qui mieux que M. Wade, c'est-à-dire, est à même aujourd'hui de dire que l'Afrique n'est pas, je dirais, tout à fait prête à assumer certaines missions, c'est-à-dire à l'échelle, certaines missions régaliennes. Moi, je pense que les faits sont tout à fait têtus. C'est-à-dire, je prône une transparence des accords de défense. Parce que lorsqu'on prend, par exemple, les accords, si je prends le cas du Cameroun, les accords signés en 60 et ceux de 74, c'est-à-dire le contenu en lui-même était tout à fait, je dirais, vague, c'est-à-dire pas toujours assez explicite. Mais aujourd'hui, les choses sont plus ou moins compréhensibles. Si je prends, c'est-à-dire l'un des extraits de ce document qui a été signé en mai 2009 à Yaoundé, il est clairement dit que le Cameroun, en cas de besoin ou alors sur demande de la France, peut mettre à la disposition de ce pays, c'est-à-dire ses eaux territoriales. Et quand on sait très bien ce qui se passe, c'est-à-dire au golfe de Guinée, donc, qui est aujourd'hui, je dirais, l'une des sous-régions les plus instables. Il n'y a qu'à voir les chiffres en 2009, 64 attaques, c'est-à-dire des mouvements tout à fait incontrôlés. Le Nigeria en a essuyé 77, le Cameroun 22, la Guinée équatoriale 5. Et la mutualisation, comme vous l'abordez, c'est-à-dire des ressources militaires, la mutualisation de la défense aujourd'hui, elle est plus que, je dirais, opportune. C'est-à-dire c'est une solution qui ne nous permet pas, c'est-à-dire c'est une solution qui permet en quelque sorte de résoudre certaines difficultés que présentent l'édifice, c'est-à-dire les différentes organisations de sécurité. Parce que moi, je pense sincèrement, c'est-à-dire quelle que soit la fierté qu'on a affirmée, c'est-à-dire de vouloir à tout moment brandir notre indépendance. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des États africains ne sont pas à même d'assumer leur mission régalienne, c'est-à-dire en matière de défense et sécurité à l'échelle territoriale. Je prendrai deux exemples. Vous aviez par exemple vu, suite le conflit entre Camerounais et Nigérians à Bakassi. Il est bien vrai, en 2002, la Cour internationale a donné raison au Cameroun. Mais en 2004, le Nigeria s'est rétracté. Il a fallu que la France se positionne à Douala, c'est-à-dire son dispositif militaire, pour une mission de dissuasion en direction du Nigeria. Ce n'est que par la suite que le Nigeria, et bien évidemment, tout en mobilisant ses troupes, la France a continué à œuvrer pour une solution, c'est-à-dire devant les Nations Unies. Mais cette mobilisation ou alors cette dissuasion a permis au Nigeria d'aller signer les accords de Green Tree en 2006. Je prends un deuxième exemple. Vous avez vu la déperdition du régime Débré entre 2004 et 2006. Il a fallu la fermeté de la France, c'est-à-dire l'intervention de l'aviation française pour faire échec à cet État qui était, à ce coup d'État qui était pratiquement réussi. Je pense que ce sont des éléments aujourd'hui qui nous permettent de dire en matière de défense, on n'est pas idéaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas un domaine où on va s'illustrer par une certaine utopie. Il faut être réaliste. Et puisque nous parlons de mutualisation, c'est-à-dire ce que vous qualifiez de sécurité collective, je peux dire qu'aujourd'hui, les États, dans ce sens, ont fait un saut tout à fait remarquable. Donc, dans le golfe de Guinée, si vous prenez ce qu'on appelle la zone D, qui est constituée du Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, Sao Tomé et Principe, aujourd'hui, la sécurisation des eaux territoriales ou alors du golfe de Guinée en général, c'est-à-dire elle est effective à travers ce qu'ils qualifient des tracos, les embarcations très rapides pour commando. Ceci a permis aujourd'hui, et bien évidemment avec le soutien de la France, donc, ceci permet aujourd'hui d'enrayer certains actes de grand banditisme ou alors ces acteurs, cette dynamique transnationale qui fragilise en quelque sorte les États. Je constate tout simplement que les États africains, c'est-à-dire les politiques civiles, créent leurs propres pertes. C'est-à-dire si
logé était tout à fait fluide. Bon, je ne prends le dernier exemple en date que celui du Niger. Si le jeu était tout à fait fluide, le calendrier respecté, je ne pense pas que le militaire arborerait à tout moment cette étiquette de politicien. Et l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire le militaire qui, à un moment donné, se présente en habit. C'est-à-dire, voilà, on se rend compte que la difficulté aujourd'hui, c'est que il s'éternise au pouvoir. Moi, je ne suis pas ceux qui estiment que le coup d'État en Afrique, c'est-à-dire devrait s'ériger en institution, mais je pense que si le politique civil ne créait pas la perte de l'institution étatique, les armées seront un peu plus responsables. Et ceci me revient, c'est-à-dire, je vais rapidement conclure en disant, c'est-à-dire, j'ai tantôt dit, quand vous voyez toutes ces armées-là, c'est-à-dire ceux qui ont c'est-à-dire pour ambition de porter peut-être l'étoile de général, la plupart, notamment dans les pays francophones, passent pour des stages de spécialisation en France. J'ai évoqué le CID. Je ne pense pas qu'au CID, c'est-à-dire à l'école, au collège interarmé de la défense, c'est-à-dire ici qu'on enseigne aux militaires à faire des coups d'État. Pas du tout. Je pense qu'à partir du moment où le politique civil va revêtir véritablement cette étiquette c'est-à-dire de démocrate, quelque part, c'est-à-dire un cap sera franchi.